On va donc reprendre le cours. Et donc, j'étais donc en train de vous dire que sur le chapitre, alors je vais représenter mon écran. Voilà. J'étais donc en train de vous dire que sur ce chapitre-là, il y avait encore deux exercices que nous n'avons pas fait et que je voulais qu'on les parcourt ensemble de telle sorte à ce qu'on puisse complètement le clôturer. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme exercice sur ce chapitre-là? Le 1, bon, c'est l'exercice le plus basique. Vous savez tous maintenant calculer un polynôme d'interpolation en utilisant bien sûr les polynômes de Lagrange. L'exercice 2, il est similaire au 1, sauf qu'il fallait tout simplement calculer les ordonnées des points avant de pouvoir établir le polynôme d'interpolation. L'exercice 3 nécessitait de réfléchir un tout petit peu, puisqu'en fin de compte, il fallait résoudre en définitive une équation du second degré pour trouver une valeur plus précise de la pesée de notre poids. Voilà. Et vous avez aussi, bien sûr, l'exercice 4. L'exercice 4, on ne l'a pas encore fait, mais c'est un exercice qui est relativement simple, puisqu'en fin de compte, on s'intéresse à une fonction qui est la fonction f de x égale à sinus x, et on cherche donc à approximer la fonction sinus x par un polynôme. Alors, un polynôme de quel degré? Si vous regardez l'exercice, il passe par combien de points? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, un polynôme de degré 4. Et on vous demande donc d'utiliser tout simplement le théorème du calcul de l'erreur pour montrer que l'erreur que je commets quand je calcule la valeur du sinus de pi sur 8, d'accord, à l'aide d'un polynôme, montrer que cette erreur-là, elle est bornée, c'est facile à voir qu'elle va être bornée, puisqu'en fin de compte, vous avez déjà le majorant de votre fonction sinus x qui est 1, d'accord? Et vous pouvez donc calculer en utilisant la formule du théorème, vous pouvez calculer la borne de cette erreur que l'on commet lorsqu'on va approximer sinus de pi sur 8 par le polynôme de degré 4 en pi sur 8. Donc l'exercice 4, si vous regardez, vous trouverez également le corrigé. Alors, est-ce que j'avais… Oui, voilà. Donc, vous trouverez bien entendu le corrigé de cet exercice dans le cours que je vous ai envoyé. Et enfin, il y a un autre exercice qui s'intitule tout simplement construction de matrice inversible. Alors, ce n'est pas tout à fait un exercice, c'était juste le fait que, voilà, je me suis dit que ça peut être pas mal d'utiliser un petit peu les propriétés de l'interpolation polynomiale pour être, en fin de compte, en mesure de pouvoir construire ce qu'on appelle des matrices inversibles. Voilà. Donc, l'idée, c'était ça, en fait. C'était que j'avais imaginé cet exercice-là pour vous montrer que, tout simplement, lorsque je dispose d'un certain nombre de points d'abscisse et que je m'intéresse à la matrice contenant les puissances de ces points d'abscisse, que forcément, cette matrice-là était une matrice
qui était une matrice inversible. Voilà. J'avais donc fourni quelques petits éléments là-dessus que vous pourriez trouver, notamment là, voilà. Donc, j'avais donné un exemple comme celui-ci. J'avais dit, voilà, imaginons que, par exemple, j'ai un vecteur de points, d'accord? J'ai un vecteur de points. Ces points sont différents entre eux, bien sûr. Comment, à partir de ce vecteur de points, je peux construire une matrice qui soit inversible? Donc, je suis parti du principe que je vais partir tout simplement de la construction d'un polynôme. Donc, si par exemple, je travaille avec 5 points, je vais pouvoir construire un polynôme de degré 4. D'accord? Or, je sais que par 5 points de colocation ne passe qu'un unique polynôme de degré 4. Du fait qu'il soit unique, ça veut dire qu'en fait, je peux dire comme quoi je peux écrire mes 5 équations ici, où donc je retrouve bien entendu mon polynôme avec l'ordonnée du point, polynôme ordonnée du point, etc., que je réécris bien sûr sous forme d'une réécriture matricielle. Et forcément, comme ce polynôme est unique, ça veut dire qu'en fait, cette matrice que je forme à l'aide des abscisses des points de colocation, donc vous reconnaîtrez ici une logique de construction assez simple. Je pars du premier point d'abscisse x indice 0 à la puissance 4, ensuite à la puissance 3, à la puissance 2, à la puissance 1, à la puissance 0. Je prends le deuxième point à la puissance 4, puissance 3, puissance 2, puissance 1, puissance 0, etc., jusqu'au dernier point. Ben, en fait, cette matrice-là, elle est forcément inversible. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est forcément inversible? C'était ça l'objectif de cet exercice. Ben, elle est forcément inversible puisqu'il existe un unique polynôme qui passe par ces 5 points. Ça veut dire quoi, un unique polynôme qui passe par 5 points? Ça veut dire qu'il existe un unique vecteur de 5 coefficients, 1 indice 4, 1 indice 3, 1 indice 2, 1 indice 1, 1 indice 0. Comme celui-ci, il est unique et que je peux l'obtenir à partir de la résolution d'un système où apparaît une matrice, c'est que forcément, la matrice que j'ai ici est une matrice qui est inversible. Voilà. C'était un petit peu le. Alors, c'était pas tout à fait un exercice, c'était plus une exploitation, on va dire, de l'interpolation polynomiale pour pouvoir générer ce que l'on appelle des matrices inversibles. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair ou pas très clair. Donc, si je n'ai pas été très clair, je vous prie de bien vouloir me poser des questions. Je vous écoute. Vous n'avez pas de questions? Vous n'avez pas de questions par rapport à ces 2 derniers exercices que je viens de vous décrire? Est-ce que tout est clair sur le cours? Oui. OK. Bon, ben écoutez, si tout est clair sur ce cours-là de l'interpolation polynomiale, on va donc enchaîner avec, avec le nouveau chapitre qui est donc le chapitre sur l'intégration numérique. Alors, le chapitre sur l'intégration numérique, je vais donc prendre tout de suite. Donc, analyse numérique. Donc, cours TD, analyse numérique 1E, chapitre 5. Voilà. Donc, on va attaquer. Alors, on va un petit peu déjà
reprendre un peu ce qu'on a, enfin, redécrire un petit peu le cheminement. Question de voir, de ne pas perdre de vue où est-ce qu'on en est. Donc, on a défini bien sûr l'analyse numérique, on a vu des exemples, on a pris le temps d'explorer des techniques de calcul de racine d'une fonction, notamment la dichotomie, la méthode de Newton, la méthode des séquentes. On a attaqué le chapitre sur l'interpolation numérique. Voilà, et on va donc maintenant commencer à travailler sur l'intégration numérique, donc un chapitre qui est relativement court, mais qui reste quelque chose d'assez utile dans les sciences de l'ingénieur, puisque on peut être amené à devoir calculer des intégrales, et comme je vous le disais, il y a par exemple des intégrales qu'on ne sait pas calculer parce que tout simplement on ne sait pas calculer la primitive. Voilà. On peut être également amené à calculer parfois des surfaces qui sont tout simplement des surfaces que l'on va calculer à partir d'une collection de points. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'équation, on connaît tout simplement la disposition des points et on va donc interpoler ces points par un polynôme et on va calculer donc l'intégrale de ce polynôme, ce qui sera donc une approximation du calcul d'une surface dont on ne connaît pas l'équation de la courbe. Voilà, donc l'intégration numérique, on va déjà voir un peu le problème tel qu'il se pose. Énoncé du problème. Le problème de l'intégration numérique se présente de deux façons différentes. Une fonction f de x est connue par quelques-uns de ces points. D'accord? Donc, on connaît xi, f de xi. Donc, on connaît un certain nombre de points, abscisse et ordonnées. Comment fait-on pour estimer la valeur de l'intégrale alors que l'expression analytique de f de x n'est pas connue? Voilà. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est un problème très classique qu'on peut illustrer facilement. C'est que voilà, j'ai fait une expérience par rapport à quelque chose de précis, j'ai obtenu une collection de points. Voilà. J'obtiens une collection de points et j'ai besoin de calculer, par exemple, une énergie, ou j'ai besoin de calculer quelque chose qui a rapport avec la surface que j'ai en dessous de ces points-là. Donc, du coup, je me dis, voilà, comment je vais faire pour calculer ça, puisque je n'ai pas l'équation. Très bien, vous n'avez pas l'équation, ben dans ce cas-là, vous allez procéder à une interpolation polynomiale, c'est-à-dire que vous allez trouver l'équation d'un polynôme qui passe par ces points-là, et c'est ce qui va par la suite nous permettre de pouvoir estimer la surface en calculant tout simplement l'intégrale de ce polynôme, ce qui nous donnera une estimation de la surface que je suis en train de hachurer ici en bleu. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Voilà quoi déjà à quoi peut nous servir l'intégration numérique. Deuxième chose, on cherche la valeur d'une intégrale. C'est-à-dire qu'au fait, je connais l'expression analytique de ma fonction, mais je ne connais pas sa primitive. Voilà. Alors, je connais ma fonction, mais je ne connais pas sa primitive. Ça, c'est quelque chose qui a toujours un peu étonné les étudiants, c'est de se dire, mais comment je peux ne pas connaître la primitive? Ben, ce n'est pas compliqué. Il existe une multitude de fonctions dont vous êtes incapable de calculer la primitive. D'accord? Donc, je ne sais plus si c'est le groupe 3 et 4 ou le groupe 1 et 2. Je vous avais donné un petit challenge, c'est-à-dire de me trouver la primitive de la fonction sinus
Voilà, sinus, pas sinus carré de x, mais sinus de x carré. Voilà. Sinus de x au carré, trouver sa primitive, ben voilà, je mets au défi n'importe lequel des gens là présents à ce cours qui me trouve la primitive de cette fonction. Alors, il y a un étudiant ou une étudiante qui s'est aventuré à m'envoyer une réponse il y a quelque temps par mail, mais malheureusement, c'est faux. Voilà. Donc, deux problèmes. J'ai des points, je ne connais pas l'expression, donc je voudrais calculer la surface. J'ai l'expression, mais je ne connais pas la primitive, et je dois quand même calculer la surface. Voilà les deux problèmes auxquels on va répondre en utilisant tout simplement l'intégration numérique. D'accord? Très bien. Alors, la première des choses que l'on va voir, c'est une méthode. Donc, ces deux problèmes, pourtant très différents, peuvent être résolus avec les mêmes outils. Nous interpolons la fonction f de x par un polynôme, puis nous intégrons explicitement ce polynôme. Nous supposerons dans ce qui suit que la distance entre points adjacents est constante et vaut h, c'est-à-dire le pas avec lequel on va diviser notre intervalle de travail pour calculer une intégrale numérique. Voilà. Alors, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour la plupart d'entre vous, voire pour tout le monde, puisque vous avez déjà été amené à utiliser des approches numériques pour calculer une intégrale. Est-ce que quelqu'un peut me faire un petit rappel là-dessus, de ce que vous avez déjà vu? Je vous écoute. Vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? J'ai dit que calculer numériquement une surface ou approximer une intégrale numériquement, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Est-ce que vous pouvez vous en rappeler? C'est Lagrange, non? Comment? C'est quelque chose que vous avez vu, pas forcément avec moi. Ah. Je crois qu'on prend un point d'abscisse, Oui, sa droite verticale, oui, on prend un autre, oui, et l'air, elle sera entre les deux. très bien. Donc ça, c'est moi, cette méthode-là. Cette méthode? C'est dichotomie, ça, non? Non. Méthode des rectangles. Voilà, exactement. Vous avez tous appris que vous pouvez, en fin de compte, approximer une surface par des rectangles élémentaires et de calculer la somme des surfaces de ces rectangles élémentaires. Donc ça s'appelle la méthode des rectangles, tout simplement. Donc la méthode des rectangles, c'est quelque chose que vous avez déjà vu avant, je dirais même avant même de rentrer en classe prépa, ou bien de faire un bac+2 en BTS ou en DUT. Ça s'appelle la méthode des rectangles. Voilà. Donc nous, ce que l'on va voir, ce n'est pas la méthode des rectangles. On va voir deux méthodes. Et généralement, au partiel, je pose toujours une question là-dessus, un exercice là-dessus, parce que c'est quelque chose d'important de maîtriser et ce n'est pas très compliqué. On va voir deux méthodes. La première méthode que l'on va voir, c'est celle qu'on appelle la méthode des trapèzes. Et une deuxième méthode qu'on verra plus tard, qu'on appelle la méthode de Simpson. D'accord? Alors, parmi vous, parmi ceux qui sont présents à ce cours, qui a déjà entendu parler de la méthode des trapèzes? Non. D'accord? Vous venez de quelle formation? Classe prépa. Je l'ai vu aussi en classe ATS. Ok, ATS et prépa laquelle? EPMI ou une autre? Une autre. Ok. Donc, méthode des trapèzes. Y a-t-il d'autres personnes qui ont déjà vu cette méthode? Non?
OK. Alors, méthode des trapèzes, c'est en réalité quoi? C'est une méthode qui utilise une interpolation polynomiale. Alors, pourquoi? Donc, on va regarder ça un peu de près. Imaginons que je dois calculer la surface, d'accord, entre le point x indice 0 et x indice 1, je dois calculer la surface qui est sous la courbe rouge. D'accord? Donc, ça veut dire, si je prends on va prendre une taille un peu fine. Voilà, si je dis voilà, je dois calculer la surface en dessous de la courbe rouge entre les points x0, x1. Donc, vous comprenez tous que cette surface que je dois calculer, c'est celle que je suis en train de hachurer ici en gris. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver une approximation de cette surface. Comment je vais faire pour trouver une approximation de cette surface? Je vais tout simplement partir du point x0, f de x0, x indice 1, f de x indice 1. Donc, je vais partir de ces deux points-là et je vais relier ces deux points par un segment de droite. En reliant ces deux points par un segment de droite, ça veut dire que je fais quoi? Ça veut dire que j'approxime la courbe que j'ai ici en rouge, je l'approxime par un polynôme ici de quel degré? Degré 1. 1. Exactement. Ça veut dire que j'approxime simplement ma courbe par un polynôme de degré 1. Et qu'est-ce que je fais? J'intègre, en fin de compte, ce polynôme-ci entre le point x indice 0 et x indice 1. Donc, vous voyez bien que dans l'équation que j'ai là en dessous, vous reconnaissez l'équation d'une droite qui passe par les points x indice 0, f de x0, x indice 1, f de x indice 1. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'intègre en fin de compte cette droite, c'est-à-dire ce polynôme de degré 1, entre x indice 0 et x indice 1, ce qui revient à avoir en fin de compte la surface de cette figure géométrique, d'accord, qu'on appelle tout simplement un trapèze. Donc, quand je vais faire le calcul, d'accord, quand je vais faire en fin de compte le calcul de cette intégrale, d'accord? Donc, ça veut dire que j'ai ici une équation d'une polynomiale de degré 1, dont je vais calculer la primitive, ça veut dire que je vais me retrouver avec une équation du second degré, et je vais donc prendre le différentiel en x0 et x1, et donc, résultat que je vais retrouver, après tous les calculs, je vais donc retrouver f de x0 plus f de x indice 1, le tout multiplié par h étant tout simplement la distance qui sépare mes deux points ici, divisé par 2. Donc, ça veut dire que si je connais tout simplement les abscisses et ordonnées de deux points, je peux en fin de compte, à l'aide de cette formule-ci, calculer la surface de ce trapèze. F de x0 plus f de x1, donc cette hauteur-là, plus cette hauteur-là, divisé par 2, multiplié par h. D'accord? Et je vais donc calculer ainsi ce qu'on appelle la surface d'un trapèze. Voilà, surface d'un trapèze. Alors, bien entendu, comme vous l'avez remarqué sur ce schéma, si je le fais comme ça, ben, ça ne va pas être précis.
Et tout le monde peut me répondre pourquoi. Tout le monde peut me dire pourquoi ce n'est pas précis, cette méthode. La méthode de trapèze, si je travaille avec un intervalle aussi large. Qu'est-ce que vous constatez? Il faut mettre plus de points. Voilà. Donc, le constat est simple, puisque vous dites, voilà, en fin de compte, il calcule sa surface, mais il commet quand même toute cette partie-là qui va apparaître, en fin de compte, comme une erreur, puisqu'elle n'est pas prise en compte dans cette partition que j'ai fait en prenant tout simplement 2 points. Donc, l'idée, c'est quoi? Quand j'ai affaire à la méthode des trapèzes, c'est de continuer à l'utiliser, sauf que au lieu de prendre un seul intervalle, je vais prendre plusieurs intervalles de travail entre x indice 0 et x indice 1. Je vais donc travailler avec un pas h, d'accord? Et ça va me permettre d'avoir, en fin de compte, des petits trapèzes. Et donc, la surface élémentaire de chacune de ces trapèzes peut servir de calcul pour calculer l'approximation de la surface de ma courbe. Vous voyez bien, il n'y a aucune démonstration à faire. Le résultat est géométriquement visible. Quand je vais prendre un pas h plus petit, je vais tout simplement obtenir une meilleure approximation de ma surface. Donc ici, par exemple, vous l'avez tous bien compris, je vais prendre donc mon intervalle de départ et je vais le diviser en 6 intervalles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais donc me retrouver avec un premier intervalle entre x indice 0 et x indice 0 plus h. Voilà, premier intervalle ici. Je calcule la surface élémentaire de ce trapèze. F de x0 plus f de x0 plus h multiplié par h divisé par 2. Je vais rajouter à cette surface élémentaire une deuxième qui commence où? Elle commence en x0 plus h et elle se termine en x0 plus 2h, etc., jusqu'au dernier qui est donc ici x0 plus 5h et l'autre extrémité qui, elle, est l'extrémité de mon intervalle, c'est-à-dire x indice 1, et donc que vous reconnaissez ici. Donc, celle-ci, cette dernière surface que je rajoute, correspond tout simplement à ce dernier trapèze que j'ai ici. Voilà. Donc, un jeu d'enfant, quand il s'agit tout simplement de calculer, d'utiliser la méthode des trapèzes. Alors, bien sûr, je vous invite, et on va essayer même de le faire tout de suite, je vous invite à m'écrire la fonction MATLAB qui permet de calculer ou d'approximer, si vous voulez, la surface, d'accord, ou l'approximation d'une intégrale avec la méthode des trapèzes. Est-ce que vous êtes capable, à partir d'une description mathématique, de fournir une description algorithmique de la méthode des trapèzes? Voilà. Est-ce que vous en êtes capable? Là, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on a vu ensemble, est-ce que vous êtes en mesure de dire, voilà, j'ai une petite description mathématique d'un processus, est-ce que je suis capable de le retranscrire sous forme d'une fonction MATLAB? Allez-y, faites-moi part de vos sentiments. C'est quoi? Oui, je peux, non, je peux pas, non, c'est pas le plus important. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que plusieurs d'entre nous ne sont pas à l'aise, monsieur, avec langage MATLAB.
coup, Ok, très bien. Mais voilà, au vous moins, avez compris, hein. oui, au moins vous parlez, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Qu'est-ce que vous Bon, faites? faut créer une fonction et après, derrière. Oui, non, mais par rapport à la remarque que vous avez faite, comment vous pensez qu'on peut s'améliorer? Par quel Faut moyen? pratiquer, faut s'exercer. Voilà, voilà. C'est uniquement ça. Vous connaissez tous le proverbe, c'est à force de forger qu'on devient quoi? On devient forgeron. Voilà, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Donc moi, j'aurais beau vous expliquer, des fois je le fais bien, des fois je le fais plus ou moins bien, ou des fois je le fais pas terriblement bien. J'aurais beau vous expliquer, si vous vous exercez pas de votre côté, vous n'allez pas progresser. Voilà. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Moi, les cours que je vous donne, les fonctions que je vous donne en MATLAB, la plupart d'entre elles, aucun prof ne me les a apprises. Hein. Voilà. Je me suis formé moi-même, j'ai fait des erreurs, je suis allé voir des corrigés, j'ai mieux compris. Voilà, c'est comme ça dans la vie qu'on apprend à devenir autonome, à apprendre des choses par soi-même. Nous, les profs, on peut vous mettre sur la route, on peut vous mettre sur la bonne piste. Après, c'est à vous de marcher. Après, c'est à vous de faire l'effort d'avancer. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler progressivement. Alors, tac, voilà. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voilà, alors je vais faire comme ça. Voilà, je vais faire comme ça. On va faire ça. On va faire ça tous ensemble là maintenant. Voilà. Et on va donc créer tous ensemble une fonction. D'accord? Que l'on va. Alors, attendez, c'est peut-être pas celle-là, c'est un petit peu simple. Voilà. Je vais le faire là. Tac. On va le faire ici comme ça. Voilà. Et on va tout simplement, voilà, on va travailler dessus ensemble. Alors, donc, très bien. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit, voilà, on veut une fonction. Voilà, on veut une fonction qui implémente la méthode des trapèzes. L'énoncé, il est clair, il n'y a rien de compliqué. Donc, la première des choses que je vais faire, c'est d'abord de définir, c'est d'abord de lui donner un nom. Donc, cette fonction-là, on va l'appeler int_tra. C'est une fonction, donc c'est-à-dire que j'ai le mot-clé function, and, et comme c'est une fonction, donc forcément, elle me restitue un résultat. D'accord? Donc, y égale le nom de la fonction. Donc, y égale le nom de la fonction
et je communique à cette fonction combien d'arguments? Allez-y, ne répondez pas tous à la fois. Ici, c'est 3. Voilà. Vous pouvez me dire à quoi c'est quoi ces arguments? Vous pouvez expliquer à tout le monde de quoi il s'agit? C'est A, B et H. Oui, mais c'est quoi? Et qu'est-ce que ça représente? C'est des variables qu'on va utiliser dans notre algorithme, Monsieur, dans notre code. je crois que c'est A, B, c'est l'intervalle. Et H, c'est le pas. Voilà. A, c'est l'extrémité gauche de l'intervalle. B, c'est l'extrémité droite. Et H, c'est le pas. C'est tout. La première des choses, je peux très bien comprendre que, bon, quand on ne pratique pas un langage tous les jours, qu'on peut avoir du mal avec la syntaxe, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord, je ne vous ferai pas de reproche là-dessus. Mais quand il s'agit de définir comment ma fonction va travailler, ça, normalement, ça ne relève pas d'une connaissance d'un langage, ça relève tout simplement d'une réflexion. Donc, ça veut dire que ça, vous êtes en mesure de réfléchir, de dire, voilà, très bien. Donc, la méthode des trapèzes, ça veut dire que je vais découper en trapèzes. Donc, ça veut dire qu'au départ, j'ai un intervalle que je vais découper avec un pas H. Donc, j'ai l'extrémité gauche, l'extrémité droite et j'ai le pas. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de cette fonction? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, déjà, quand j'écris une fonction, je peux déjà avoir les bons réflexes de mettre des commentaires. Ça, c'est bien. Donc, je vais mettre %A, borne inférieure de l'intervalle, %B, borne supérieure de l'intervalle, %H, le pas. Donc, ça veut dire que déjà, ces arguments-là, je sais ce que ça signifie. Après, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui peut bien avoir à l'intérieur? Monsieur, une boucle? Alors déjà, j'ai quelque chose ici qui vaut y égale à 0. C'est quoi ce y égale à 0? Pourquoi j'ai un y égale 0? Là. Pourquoi ce y égale à 0? À quoi il me sert? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Comme ça, intuitivement ou analytiquement, ce que vous voulez. Mais je veux que vous... Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je commence par y égale 0? Ben, soit vu qu'on fait une somme, on a besoin d'un endroit pour sauvegarder les valeurs. Voilà. C'est exactement ça. Effectivement, comme je vais faire une somme, il va falloir que je cumule cette somme dans une variable qui va être celle que me restitue ma fonction, puisque j'ai écrit function y égale, c'est-à-dire que ce y, il va prendre une valeur plus tard. Il va me servir donc d'accumulateur, ce y, et comme c'est une somme, alors je commence par l'initialiser à 0. Voilà, c'est exactement ça la réponse. Après, qu'est-ce que je fais? Après, qu'est-ce que je peux bien trouver après? Monsieur, une boucle? Exactement. Donc, une boucle. Une boucle, ici, j'ai une boucle for. For x égale à A par pas de H jusqu'à B moins H. Donc ça veut dire quoi? Que signifie ce truc? Donc ça veut dire que je vais répéter un traitement sur une variable qui s'appelle comment?
la variable de cette boucle. Elle s'appelle comment? X. X. Exactement. Qui va prendre, qui aura, à la première fois que je vais rentrer dans la boucle, X vaudra combien? A. Très bien. La deuxième fois. A plus H. Très bien. La troisième fois. A plus 2H. Exactement. Donc, ça veut dire, la première fois que je rentre, X égale à A. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? La première fois que je rentre dans cette boucle, je vais calculer quoi? Je vais calculer quoi? Le graphique? Là? La courbe? Ouais. Puisque On va calculer l'aire du trapèze exactement, qui se situe entre quoi et quoi? entre A et A plus H. Voilà, exactement. La première fois que je vais entrer dans cette boucle, pardon, je vais calculer la surface du premier trapèze qui se situe entre A et A plus H. Et je vais sauvegarder cette surface-là et je vais reboucler et je vais lui rajouter quoi? Quand je vais rentrer la deuxième fois dans la boucle. Donc la première fois, je vais calculer. A plus 2H. Voilà, exactement. La première fois, je vais calculer ce trapèze. Je vais sauvegarder dans Y. Je vais lui rajouter celui-ci. Je vais lui rajouter celui-ci. Et je vais lui rajouter celui-ci. D'accord? Donc, ça veut dire que ici, qu'est-ce que je vais trouver comme instruction? Ça, c'est quoi? Ici, j'utilise une nouvelle variable que j'appelle tra. Je dis qu'elle est égale à h sur 2, que multiplie fonc x de x plus fonc x de x plus h. C'est quoi ce fonc x? Correspond à quoi? Bah, fonc x, c'est la fonction qu'on a définie. Du coup, ici, c'est 1 sur x au carré. Voilà, exactement. Ça peut être n'importe quelle fonction que j'ai définie dans un fichier, d'accord, et que j'ai appelé fonc x. Donc, vous voyez bien qu'ici, il rentre dans la boucle, il calcule tra, voilà, h sur 2, que multiplie fonc x de x avec x plus h. Après, est-ce que vous pouvez deviner la suite? Qu'est-ce qu'il y a après? Monsieur, après, c'est Y est égal Y plus 3. Exactement. Après, je vais tout simplement avoir Y égale à Y plus 3. Et après, qu'est-ce que je vais avoir après? Là, si je bouge ce truc, qu'est-ce que je vais pouvoir lire après? Là, on peut mettre n pour sortir de la boucle et sortir de la fonction. Ben voilà, ça veut dire que tout simplement après, j'ai un AND parce que j'ai terminé ma boucle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va reboucler la deuxième fois, il va calculer le nouveau trapèze qui va se situer, lui, entre A plus H et A plus 2H. Et il va le sauvegarder. Il va le rajouter à celui d'avant. Il va encore ressortir. Il va sortir ici, il va revenir ici, il va partir cette fois-ci avec A plus 2H et il va donc calculer le trapèze entre A plus 2H et A plus 3H. Et il va cumuler cette surface avec la surface précédente. Et il va boucler. Il va boucler jusqu'où? Jusqu'à ce que X arrive à quelle valeur? La valeur de B moins H. Voilà. Pourquoi B moins H? Pourquoi je n'ai pas mis B, tout simplement? Monsieur, parce qu'en MATLAB, on commence par 1. Non. Bah, sachant que dans la boucle, on fait x plus h, et bah, si on avait mis b à la place de b moins h, bah, on serait parti jusqu'à la valeur b plus h, et du coup, on serait sorti de l'intervalle qu'on veut. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse, claire et nette.
puisqu'à l'intérieur de la boucle, j'ai un plus H, alors effectivement, je vais ici m'arrêter à B moins H, de telle sorte à ce que quand je vais rentrer dans ma boucle, je vais faire B moins H, B. C'est-à-dire le dernier trapèze. C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Bon, allez. Alors, si c'est clair pour tout le monde, vous l'avez saisi, là, cette fonction? Monsieur, il faut déterminer B, non? Non, d'abord, je saisis la fonction et au moment où je veux l'utiliser, je donnerai des valeurs à A, B et H. Oui, bien sûr, d'accord. OK? Donc, déjà, je la saisis. Saisissez-la. Voilà. Vous saisissez cette fonction et une fois que vous l'avez saisie, ben après, on l'utilisera sur une fonction. D'ailleurs, ce qu'on va faire, que les choses soient, on s'exerce un petit peu. Vous allez tous d'ailleurs résoudre ce problème avec MATLAB, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, j'aimerais bien, voilà, je vais me donner une fonction très simple. Vous allez me dire, j'aime bien la fonction sinus x. Je vais dire la vérité, oui, j'aime bien la fonction sinus x. Donc, je vais partir avec la fonction sinus x sur l'intervalle, voilà, excusez-moi le dessin, sur l'intervalle 0, pi. Voilà. Je vais prendre la fonction sinus x. Sinus x. Voilà. Et je vais travailler avec un pas de pi sur 4. Donc ici pi sur 2. Ici pi sur 4. Voilà, donc pi sur 4, 3 pi sur 4. Monsieur, Oui. j'ai une question. Monsieur, à propos de pas, on se base sur quoi pour choisir le pas? Pour l'instant, c'est moi qui vous le donne. D'accord, monsieur, merci. Voilà. Donc, sinus x, donc j'aimerais donc trouver une approximation de sinus x entre 0 et pi. Alors, donc, je veux une approximation de cette intégrale-là. Je sais que vous savez la résoudre analytiquement, mais moi, je ne veux pas que vous le résolvez analytiquement. Je veux numériquement. Sinus x dx. Voilà. Et donc, je veux une approximation de cette intégrale-là que je vais appeler I indice T. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je mets un indice T? Pourquoi je mets T là? Trapèze. Voilà, T comme trapèze. Donc, je veux une approximation par la méthode des trapèzes avec un pas H égale à pi sur 4. Voilà. Donc, vous avez normalement, si on comptabilise le temps que ça va vous prendre de faire ça, vous avez 5 à 10 minutes pour saisir la fonction, 1 minute pour définir la fonction dans un autre fichier et 10 secondes
pour l'exécuter et me donner le résultat. Voilà ce que j'attends de vous là maintenant, tout de suite. Vous saisissez cette fonction, vous définissez la fonction sinus x et vous me donnez par la méthode des trapèzes une estimation de cette intégrale. Alors, donc on y va. Voilà, donc vous ne pouvez pas dire que moi je tape plus vite que vous. Je vais faire pareil que vous. Hop, venir ici. Voilà. Voilà, tac. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire, voilà, je vais écrire une nouvelle fonction. Je vais le faire là, comme vous maintenant. Donc, je vais venir ici. Je vais venir ici, je vais mettre new script. Je vais mettre function y égale int a comme intégrale par la méthode des trapèzes. Je vais lui donner a, b, h, and ici de la fonction y égale à 0, hop, for x égale à a par pas de h jusqu'à b moins h, ok, and, ici, de mon for, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer mon trapèze élémentaire, tra égale à h sur 2, voilà, que multiplie ma fonction, je vais appeler fonc de quoi? Fonc de x plus fonc de x plus h. X plus h. Et bien entendu, je vais ici mettre une parenthèse et ici une parenthèse et je vais mettre ici un point virgule et je vais lui dire que y il est égal à y plus tra. Voilà. Et je vais bien sûr sauvegarder save as et je vais lui donner à ce fichier le nom de la fonction. Donc ici, je vais l'appeler int tra. OK. Bien entendu, ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement définir ma fonction. Donc, je vais mettre ici function. Hop. Fonc. Donc, y égale à, je l'ai appelé fonc, je vais l'appeler fonc. Voilà. X. Et puis ici, ben, je ne fais rien de spécial, je me calcule tout simplement le sinus de mon point. Donc, y égale à sinus de x. Point virgule. Voilà. CTRL S. Donc là, je vais l'appeler comment? Ben, je vais l'appeler fonc. Voilà. Et donc, voilà un tra, voilà fonc, voilà, tac, tac, tac. J'ai mis combien de temps? J'ai mis moins de 2 minutes pour écrire mes deux fonctions. Voilà. Il ne me reste plus maintenant qu'à taper la commande. Ben, vous allez me dire laquelle il faut que je tape pour répondre à l'exercice que je vous ai demandé ici. Il faut taper le nom de intra, la fonction intra. OK. Donc, je vais Puis en A, on met 0, en B, on met 1. Voilà. Intra. Je mets quoi? parenthèse 0. Après,
virgule, pi, Exactement. Virgule. virgule, pi sur 4. Voilà. Pi sur 4. Ensuite, faire la parenthèse et point Je tape virgule. entrée. Voilà. Je tape entrée, il va me donner le résultat. Si je mets point virgule, il va le calculer, mais il ne va pas me donner le résultat. Bon, comme j'ai envie de voir le résultat, je vais faire ça. Et il va me répondre 1.8961. Voilà. Est-ce que c'est sorcier, là, ce que je vous demande? C'est rien. Je vous donne une méthode, je vous donne un langage, je vous demande des résultats. A, B, C. On ne peut pas faire plus simple. Maintenant, je vois bien que ce résultat est approximatif. Qu'est-ce que je peux taper pour avoir quelque chose de plus précis? Là. Qu'est-ce que je dois changer ici? Le pas, Très bien. Combien je peux prendre, pi sur 8, par exemple? Donc, Sur- voilà, je vais prendre pi sur 8. J'ai amélioré mon résultat, je suis à 1,9742. Si je prends un pi sur 16, je suis à 1,9936. Si je prends un pi sur 32, je suis à 1,9984. Pi sur 64, 1,9996. Pi sur 128, 1,9999. Alors, c'est quoi le. Qu'est-ce que je dois obtenir normalement, théoriquement? Si vous faites le calcul de ça à la main, combien vous allez trouver, théoriquement? Bon, vous vous réveillez là un peu? Théoriquement, si vous faites ce calcul, vous allez tout simplement trouver, c'est quoi la primitive de sinus x? C'est quoi la primitive de sinus x? Cos X. Moins. Non. Alors, à 2, vous avez eu la bonne réponse. À 2. Moins cos X. Voilà. Moins 6 que je prends 0 et pi. Et donc, j'aurais trouvé combien? Le cas si j'avais fait le calcul théorique. Allez, s'il vous plaît, un petit effort. Si j'avais fait le calcul théorique, j'aurais trouvé combien? Si j'avais fait le calcul théorique, j'aurais trouvé combien? J'aurais fait quoi? J'aurais fait moins cos de x entre quoi et quoi? Entre 0 et pi. Donc, ça veut dire que j'aurais eu quoi? J'aurais eu moins cos de pi. Ça fait combien moins cos de pi? Cos de pi, c'est égal à combien? Voilà. Donc, j'aurais eu 1 moins 1. Donc, j'aurais trouvé combien, théoriquement? J'avais fait le calcul. Voilà. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que je vous demande. Et je vais vous dire une chose. Je sais que vous n'avez pas. Je sais qu'en ce moment, vous n'avez pas trop le moral. D'accord?
Parce que, bon, voilà, ce n'est pas toujours facile les conditions dans lesquelles nous sommes. Mais il n'empêche que, à l'examen, je n'ai pas envie de vous stresser, mais à l'examen, il va falloir faire des calculs et il faut les faire vite. Donc, apprenez dès maintenant, pas apprenez, vous savez faire des calculs, mais surmontez votre paresse naturelle pour vous exercer votre cerveau à faire des calculs. Parce que moi, je vais vous noter sur l'exactitude des calculs que vous allez fournir à l'examen. Voilà. Donc, je me permets tout simplement de vous faire ce petit rappel. OK, bon, ça c'est très bien. Et voilà, on a donc, vous voyez qu'en diminuant le pas, ben, on s'approche petit à petit vers la valeur théorique de cette intégrale. D'accord? Donc ici, x 0, on a pris par pas de combien? Par pas de pi sur 256 jusqu'à pi. Voilà. Donc, je vais faire un plot de x, virgule sinus de x. Ah, plot de x, virgule sinus x. Voilà, donc on a découpé notre sinus x ici, hein, avec des petits trapèzes, avec un pas de pi sur 256. Et on a donc sommé sur l'ensemble de ces trapèzes et on a trouvé quelque chose qui permettait d'avoir notre intégrale. Alors, regardez maintenant cette courbe. Là, vous avez sinus x. D'accord? Si je garde la même partition, vous allez voir qu'il y a une autre courbe, qui n'est pas très loin de celle-là, mais qui, voilà. Et là, je vais faire plot de sinus carré de x. Si maintenant j'affiche le carré, le sinus du carré, regardez, le sinus de x carré n'a plus rien à voir avec le sinus x. Le sinus x qui était quelque chose d'assez simple, hop, ben là maintenant, le sinus de x carré, hop, ça n'a plus rien à voir avec le sinus de x. Donc si maintenant, voilà, si maintenant quelqu'un est capable de me donner la valeur précise, je dis bien précise, de 0 à pi du sinus de x au carré. Dx. Voilà. Imaginons que maintenant je vais calculer l'intégrale de ça. Vous voyez que si je veux trouver la primitive de ça, d'accord, je peux vous laisser d'ici jusqu'aux vacances de février, personne ne pourra me la trouver. Donc le seul moyen que j'ai pour calculer cette surface, c'est d'utiliser une méthode numérique. Quand je vais regarder ici, hop, quand je vais vouloir calculer l'intégrale de cette courbe rouge, là, le seul moyen dont je dispose, c'est de pouvoir le faire avec tout simplement une intégration numérique. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire si je dois calculer ça? Ben, ce n'est pas compliqué, je vais venir ici, je vais mettre ça en commentaire et je vais tout simplement, voilà, et je vais tout simplement ici avoir y égale à sinus de x carré.
sinus de x carré. Et donc là, quand je vais relancer, Monsieur, vous avez oublié le point. alors, j'ai pas vraiment oublié le point. Je n'ai pas oublié le point. Et d'ailleurs, vous allez me dire pourquoi. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Vous voyez bien que ici, à chaque fois, je vais appeler la fonction fonc avec une seule valeur de x. Je ne l'appelle pas avec un vecteur contenant plusieurs valeurs. Parce que x égale à a, je vais appeler fonc. X égale à a plus h, je vais appeler fonc. Donc, il n'est pas question ici d'un calcul portant sur plusieurs valeurs. C'est à chaque fois une seule valeur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Compris. OK. Donc, vous voyez que ici, bon ben voilà, il m'a calculé 0,7726. Alors, je pourrais éventuellement monter en précision avec ici 512. 0,7726, ce qui semblerait être pas mal, puisque si je passe en 1024, je change 0,7726. Voilà. Donc 0,7726, c'est le résultat de cette intégrale. Alors, je voulais faire un truc là. De sinus. Alors, je voulais juste essayer un truc. Ok, alors je vais juste. Attendez, je suis à vous, je reviens à vous dans pas longtemps. Jusqu'à. Et là, je vais faire un sound. Qu'est-ce que vous entendez quand je fais ça? Refaites voir. Quoi? Refaites pour voir, j'ai pas. Ah. Rien du tout. Ah si, ça fait un bruit bizarre. C'est vrai que ça fait un Ça fait yo-yo. un bruit chipmunk d'un sirène de police là. Exactement. C'est exactement ça. Parce que regardez, si je fais. Là par exemple, j'ai mis le point. Pourquoi est-ce que là, j'ai mis le point dans le sinus? Parce que je calcule le sinus d'un ensemble de points, pas juste un point. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, si je fais, si je visualise x et sinus de x au carré, d'accord? Voilà, sinus de x carré. Donc là, bon, là, on le voit pas parce qu'elles sont super serrées entre elles, parce que j'ai trop pris de points. Mais si je reprends juste un x avec quelque chose de plus léger, voilà, je vais prendre jusqu'à là, voilà, tac, et je vais faire un plot, voilà. Alors, je vais peut-être enlever la figure, voilà, tac.
On va regarder. Ok, bon là, on ne le voit pas encore très bien. Alors, je vais prendre quelque chose de plus léger encore. Je vais prendre jusqu'à jusqu'à 16, ça va aller. Voilà. Donc là, si on regarde, vous voyez que je pense qu'on ne le voit pas encore très bien. Il se passe quoi? C'est un signal qui présente une fréquence qui est comment? Regardez. Alors, je vais peut-être prendre un peu moins parce qu'on ne voit pas très bien. On va prendre. Très courte. Alors, regardez. Tac. Et là, maintenant, voilà. Vous voyez, au début, elle est comment la fréquence du signal? Au début, le signal, il est à basse fréquence. D'accord? Et au fur et à mesure qu'on avance dans les X, il devient à haute fréquence. D'accord? C'est un signal qui devient de plus en plus. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, il est comment le signal? D'un point de vue sonorité. Grave. Voilà, exactement. D'un point de vue sonorité, le signal, il est grave. Il vient aigu. Exactement. Et au fur et à mesure, il devient aigu. OK? Donc, c'est un petit peu c'est un peu quand, par exemple, vous entendez le bruit d'une sirène d'ambulance ou de police. D'accord? Au fur et à mesure qu'elle s'approche de vous, vous la ressentez plus grave ou plus aiguë? Plus aigu. Exactement. Et quand elle s'éloigne de vous? Plus grave. Plus grave, voilà. Donc, en fait, pour simuler un son dans lequel, ça s'appelle un pitch en anglais, pour simuler un son où vous avez la fréquence qui varie de grave à aigu, ben on utilise tout simplement le sinus de x carré. Voilà. Voilà à quoi sert le sinus de x au carré. Ça permet de modéliser un son dans la tonalité, allant des graves jusqu'aux aigus. OK? Donc après, si vous voulez tester ce son-là sur votre plateforme MATLAB, ben vous faites comme je l'ai fait tout à l'heure, vous prenez pas mal d'échantillons. Donc j'avais pris 360 avec un pas de 256, voilà. Et vous faites tout simplement sound. Quand vous allez faire sound, ça veut dire que vous allez envoyer le sinus du x carré sur vos enceintes. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez envoyer le signal dont vous voyez le graphe ici. D'accord? Et donc, du coup, quand vous envoyez un signal comme ceci, ben effectivement, ça fait grave, aigu. En fait, ça fait du grave, aigu, grave, aigu, grave, aigu, tout en montant dans les aigus. D'accord? Voilà. OK. Alors, on va peut-être s'arrêter de s'amuser. OK. Et on va se remettre au boulot. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a vu maintenant jusqu'à présent? Donc, on a vu une méthode. Cette méthode-là s'appelle la méthode des trapèzes. Vous savez la programmer et vous savez l'utiliser pour évaluer donc la surface qui est sous-jacente à une courbe. D'accord? Très bien. Alors maintenant, il y a une autre méthode qu'on appelle cette fois-ci la méthode de Simpson. Alors, est-ce que des gens là parmi vous ont déjà vu cette méthode-là? Parmi là les présents à ce cours. Quelqu'un a déjà vu la méthode de Simpson?
Je vous écoute. Oui, en prépa. Ok, donc vous avez vu déjà la méthode. Ça fait un beau dégradé, un beau thème de PowerPoint. Ok. On dirait. Non. Ok, très bien. On dirait un bruit de machine. Ok, très bien. Alors, donc la méthode de Simpson, c'est quoi? Donc, on va la regarder un petit peu. Donc, vous voyez qu'avec la méthode de trapèze, on utilise donc 2 points. OK? Et donc, on prend un polynôme de degré 1. 2 points, polynôme de degré 1. Avec la méthode de Simpson, on va bien sûr, on va prendre 2 points, comme tout à l'heure, mais on va aussi rajouter le point milieu. D'accord? Donc, on va rajouter le point milieu à ces 2 points. On va donc, avec la méthode de Simpson, toujours travailler avec un triplet de points. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces 3 points? Là, avec ces 3 points qui sont ici, ben, on va exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure, sauf qu'avec 3 points, je vais faire passer un polynôme de quel degré? 2. Exactement. Donc, à partir de ces 3 points, je vais pouvoir tracer un polynôme de degré 2 et je vais intégrer ce polynôme de degré 2. Donc, quand j'intègre un polynôme de degré 2, je me retrouve à faire le différentiel d'une primitive de quel degré? Bah 1, vu qu'il y a 2 points à chaque. De chaque. Non, vous n'écoutez pas la question. Monsieur, la primitive de degré 3. Voilà, exactement. Si j'intègre un polynôme de degré 2, ça veut dire que je dois faire une primitive d'un polynôme de degré 3. D'accord? Donc, maintenant, en fait, ce qui va se passer, vous voyez que si je fais tout le calcul, je vais me retrouver en fin de compte avec quoi? Si je veux calculer l'intégrale de ce polynôme qui passe par ces 3 points, celui que je vois sur le schéma, quand je vais faire tout le calcul, je vais me retrouver avec h sur 3, f de x0, plus 4 fois f de l'abscisse du point milieu, c'est-à-dire x0 plus x1 divisé par 2, plus f de x1. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir trouver ce résultat qui est ici, voilà ce qu'il va falloir faire. Donc, vous allez prendre des notes là-dessus et ça va être l'exercice que vous allez essayer de faire pour la fois prochaine. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que j'ai un polynôme qui passe par 3 points qui sont x indice 0, f de x indice 0, x indice 1, x indice 1, f de x indice 1, voilà, et le point milieu, ici, x indice m est égal à x indice 0 plus x indice 1 divisé par 2 et bien entendu son ordonnée f de x indice 1. Donc, si je prends donc si je calcule l'équation du polynôme qui passe par ces 3 points, vous avez tous bien compris que ça va être un polynôme de degré 2, donc P2 de x,
voilà, et que l'intégrale de x0 à x indice 1 de ce polynôme P2 de x dx, ben le résultat de cette intégrale, ça là, ça va être égal à h sur 3 que multiplie f de x0 plus 4 fois f de x0 plus x1 divisé par 2 plus f de x1, d'accord? Et vous avez bien compris que ici, h, ce n'est ici, ce n'est rien d'autre que la distance qui sépare x0 du point milieu, x1 du point milieu, c'est tout simplement x1 moins x0 divisé par 2. D'accord? Donc, si vous partez d'ici, vous calculez le polynôme P2, vous l'intégrez, vous devez normalement tomber sur ce résultat qui est ici. Voilà. Donc, vous avez plusieurs manières de faire ça. Soit vous le faites à la main, et ensuite vous me dites ce que ça vous a pris comme temps et si vous arrivez à aboutir à ce résultat. Soit, et ça serait bien que vous le fassiez, c'est d'utiliser MATLAB, mais cette fois-ci, vous allez pouvoir, vous utiliserez MATLAB avec non plus du calcul numérique, mais avec du calcul. Est-ce que quelqu'un peut compléter ma phrase? Informatique? Non. Algorithmique? Non plus. Ça commence par ça. Commence par quoi? Simple. S-Y. Symbolique? Exactement. En utilisant du calcul symbolique. Voilà. En utilisant du calcul symbolique. En utilisant du calcul symbolique, vous allez pouvoir démontrer que l'intégrale de ce polynôme de degré 2 vous donne effectivement cette expression-là où vous avez l'ordonnée du premier point plus l'ordonnée du deuxième point plus 4 fois l'ordonnée du point milieu, le tout multiplié par h divisé par 3. Voilà. Donc, soit vous le faites à la main, et dans ce cas-là, c'est pas plus mal non plus, ça vous permet de vous exercer à faire du calcul. Soit vous le faites à l'aide du calcul symbolique avec MATLAB, d'accord? D'une manière ou d'une autre, ça serait bien que vous essayez de faire ce calcul-là pour montrer qu'effectivement, quand je vais intégrer ce polynôme, je vais tomber sur cette formule que j'ai ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est que, comme d'habitude, comme on a envie d'être un peu plus précis, donc, en fin de compte, on ne va pas se contenter d'un triplet de points, c'est-à-dire les points extrêmes avec le point milieu. On va prendre donc des intervalles, cette fois-ci, de longueur 2h. Voilà. Et on va à chaque fois travailler sur un point et le point extrême et le point milieu. Un point extrême, point milieu. Un point extrême, point milieu. Ce qui nous ferait comme ici, on irait par exemple de x0 à x0 plus 2h avec le point milieu en x0 plus h. On repartirait de x0 plus 2h jusqu'à x0 plus 4h avec un point milieu en x0 plus 3h. Et enfin, on repartirait ensuite de x0 plus 4h jusqu'à x0 plus 6h, c'est-à-dire x1, et on prendrait le point milieu en x indice 0 plus 5h.
Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, avant de clôturer ce cours-là d'aujourd'hui, je sais que vous allez revenir en me disant, monsieur, mais avec la méthode de Simpson, ça veut dire qu'on prend 2 fois le pas, ou bien ça veut dire qu'il faut prendre un pas qui est 2 fois supérieur à la méthode des trapèzes. Je préfère vous prévenir dès maintenant et de vous dire exact et de vous donner la réponse. Que ça soit la méthode de Simpson ou que ce soit la méthode des trapèzes, le pas, ici, il s'agit de la subdivision de mon intervalle. D'accord? Donc, que ce soit la méthode des trapèzes ou la méthode de Simpson, on a toujours affaire au même pas. La différence entre la méthode des trapèzes et la méthode de Simpson, c'est qu'avec la méthode de Simpson, on prend des intervalles de longueur 2h. Alors qu'avec la méthode des trapèzes, on prend des intervalles ici de longueur h. Et ici, 2h. Voilà, j'espère que j'ai été clair là-dessus, parce que vous allez trouver dans des livres, oui, mais c'est pas le même pas. Le pas en Simpson, c'est 2 fois le pas des trapèzes. Ça, je ne veux pas entendre parler de cette histoire-là. Je veux que les choses soient claires. Trapèze ou Simpson, on travaille toujours avec le même pas. La différence entre trapèze et Simpson, c'est qu'avec Simpson, les intervalles ont une longueur de 2h. Pourquoi 2h? Qui peut me répondre? Pourquoi je dis qu'avec la méthode de Simpson, les intervalles ont une longueur de 2 fois h? Allez-y, je vous écoute. Parce qu'on a notre valeur centrale et du coup, il faut faire Voilà. des H pour changer de tronçon. Voilà, parce qu'on a à chaque fois une valeur centrale. Exactement. Merci pour votre réponse. OK. Est-ce que vous avez des questions là par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui? Et si vous n'avez pas de questions, ben, je pourrais clôturer le cours. Mais si vous en avez, je suis prêt à essayer de vous répondre. Vous pourriez envoyer le cours pour qu'on le retravaille chez nous? Ce chapitre-là? Oui, s'il vous plaît. Vous voulez que je vous l'envoie ce soir? Oui, s'il vous plaît. OK, ça marche. Avec plaisir, il n'y a pas de problème. Merci. OK. D'autres questions? Oui, monsieur, je voulais savoir, ça se passe comment pour les partiels et s'il y a des dates déjà ou pas? Alors, j'ai dit que les partiels, c'était la dernière semaine du mois de janvier. D'accord, je vous remercie. Et on n'a pas encore fixé de date précise parce que je suis encore dans l'incertitude. Je ne sais pas, est-ce que je vais vous faire un partiel en présentiel ou en distanciel? D'accord, c'est noté. Merci, monsieur. Voilà. Je n'ai pas encore résolu cette question. Et concernant votre matière, monsieur, Oui. c'est avec utilisation d'ordinateur, j'imagine, ou pas? Ah, si. Alors, disons que vous avez le droit à votre calculatrice. Oui, non, mais par exemple, parce qu'on a déjà fait des problèmes précédemment où on n'utilisait pas forcément tout le logiciel, mais quand on a des algorithmes à faire, il faut bien les taper sur l'ordinateur, non? Oui, je sais bien, mais pour l'instant, j'ai jamais travaillé avec ce mode-là. D'accord. J'ai toujours donné des algos, ou bien vous devez me dire ce que ça fait, vous D'accord. m'expliquez, ou bien vous devez les compléter. D'accord, ok. Voilà. Mais effectivement, le mode, vous êtes face à la machine et vous me donnez les résultats que vous avez obtenus sur la machine, j'ai jamais encore pratiqué ce mode-là. Non, voilà, c'était pour savoir un peu comment ça. Enfin, Ouais. à quoi on va être confronté, quoi. D'accord. OK, Merci. de rien. D'autres questions? Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et clôturer le cours.
Vous pouvez envoyer le cours, s'il vous plaît? Au revoir, monsieur. Au revoir, je vous enverrai le cours tout à l'heure. D'accord, merci. Au revoir et merci pour votre présence. Merci, au revoir.